Cours C4-087, certaines substances perturbent le système nerveux. Le système nerveux assure le bon fonctionnement de l'organisme. Certaines substances, toutefois, le perturbent. On se propose de résoudre le problème suivant. Comment certaines substances perturbent-elles le système nerveux? Consigne. Dans un premier temps, décrire à l'aide du document 1 l'évolution de la consommation de cannabis, puis de cocaïne depuis les années 2000 chez les jeunes de 17 ans, avant de montrer à l'aide du document numéro 2 qu'une prise de cannabis ou de cocaïne perturbe le système nerveux. Proposer ensuite d'octroyer une explication aux effets à long terme de la cocaïne. Dans un second temps, décrire d'abord à l'aide du document 4 l'évolution de la consommation d'alcool chez les collégiens, avant de montrer, à l'aide des documents 5 à 7, que l'alcool peut perturber le système nerveux. La compétence travaillée sera celle d'adopter un comportement éthique et responsable, notamment de comprendre les responsabilités individuelles et collectives en matière de santé. Commençons par étudier les documents avant de proposer une correction simple. Le document numéro 1 nous montre l'évolution du pourcentage de Français de 17 ans ayant consommé au moins une fois du cannabis ou de la cocaïne depuis l'année 2000. Alors, on regarde le graphe. On voit sur l'axe des ordonnées des valeurs de 0 à 50. Il s'agit d'un pourcentage de jeunes de 17 ans ayant expérimenté du cannabis et une courbe rouge. La courbe rouge correspond à la consommation de cannabis et de cocaïne plutôt, et la courbe verte correspond à la consommation de cannabis. Alors, prenons le cas de la cocaïne. On voit que la cocaïne, le pourcentage de jeunes qui ont expérimenté la cocaïne est proche de la valeur de 0%. En fait, entre 0 et 5%, situé à peu près à l'année 2000 à 2% à peu près. Et ensuite, on a pratiquement une droite jusqu'à l'année 2014 où la consommation a légèrement augmenté pour atteindre 4% à peu près. Donc on voit que peu de jeunes de 17 ans ont expérimenté la cocaïne entre les années 2000 et les années 2014, mais il y a quand même un pourcentage moyen de 2,5%. Donc ce pourcentage est constant, il est stabilisé dans le temps. Concernant la cocaïne, le cannabis. Concernant le cannabis, 45% l'ont expérimenté à l'année 2000, un pourcentage de jeunes de 17 ans, donc 45%, donc ce qui est énorme à l'année 2000. On retrouve la même valeur l'année 2014, mais il y a eu une augmentation à 50% entre les années 2002 et les années 2000, entre l'année 2002 et l'année 2004. Ensuite, la quantité a chuté à 40%, enfin chuté, a baissé à 40% entre l'année 2008 et l'année 2011 à peu près. Donc on voit qu'il y a eu, à partir de l'année 2000, une augmentation, une baisse, puis à nouveau, depuis l'année 2012, une nouvelle augmentation. Alors, ces substances, donc cannabis et cocaïne, sont des drogues. Alors, quelle est la définition d'une drogue? Une drogue, c'est une substance naturelle ou synthétique qui modifie l'activité mentale, le comportement et ou les sensations. Donc ces substances, cocaïne et cannabis, sont des drogues. Leur production
leur distribution et leur usage sont strictement interdits par la loi française. Leur usage est puni d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Alors, donc là, il s'agit du document numéro 1, valeur à vérifier, temps d'emprisonnement à vérifier, vu que les lois évoluent. Donc nous sommes quand même en 2019 et la courbe s'arrête à 2014. Donc on peut supposer que le texte qui est proposé ici a été fait à l'année 2014. Donc il a pu y avoir une évolution depuis. Donc voilà, donc on voit que si on fait un bilan de ce document numéro 1, eh bien la cocaïne a très peu été expérimentée, contrairement au cannabis, quand même 50%, enfin 45-50%, entre 40 on va dire, et 50% ont quand même expérimenté, hein, les jeunes de 17 ans, ce qui est quand même assez étonnant. Ensuite, dans le document numéro 2, on nous montre l'effet de l'organisme d'une prise l'effet sur l'organisme d'une prise de cannabis ou de cocaïne. Alors il y a une comparaison entre les deux, on nous présente un personnage et puis de part et d'autre, il y a la comparaison. Alors, effet du cannabis, les réflexes diminuent, difficulté de mémorisation, risque d'anxiété et modification de la perception visuelle. Donc on voit que le cannabis a quand même des effets plus ou moins tolérables. Effet de la cocaïne, risque d'anxiété et de paranoïa, difficulté de mémorisation, risque d'accident cardiaque et risque d'hallucination. Alors on voit que ce soit cannabis ou cocaïne, dans les deux cas, il y a des effets. Alors les effets semblent moins importants pour le cannabis, mais tout de même, ces effets existent. Donc ce sont des substances, on comprend mieux pourquoi ces substances sont interdites pour des raisons de santé personnelle, mais également pour la mise en jeu ou la mise en danger plutôt d'autrui. D'où le caractère de responsabilité face à la prise de drogue. Et cette responsabilité doit faire l'objet d'une prise de conscience de la part de la personne qui prend les drogues et de son entourage plus ou moins proche. Quel est l'effet à long terme de la cocaïne sur le cerveau? On voit un cerveau, on voit donc l'avant, l'arrière, et on voit différentes zones qui sont représentées en bleu, donc ça fait des espèces de taches, qui sont réparties alors au milieu, sur les côtés. Alors on peut se demander c'est quoi ces taches? Si on lit le texte, la consommation de cocaïne engendre notamment de graves dépressions. On a comparé par l'imagerie médicale le cerveau de 60 personnes cocaïnomanes et de 60 personnes ne consommant aucune drogue. Cette image récapitule l'ensemble des résultats. Les zones bleues sont anormalement plus petites chez les cocaïnomanes, ce qui traduit une perte de cellules nerveuses. Alors, on n'a pas de comparaison, en fait, on dit que les aires cérébrales sont plus petites, mais il aurait fallu, en fait, à ce schéma, un témoin. Or, ici, on n'a pas de témoin. Donc, simplement, on est obligé d'accepter ce que l'on nous dit, c'est-à-dire que les zones bleues sont anormalement plus petites chez les cocaïnomanes, ce qui traduit une perte de cellules nerveuses. Bon. Effectivement, il y a des zones, mais on ne peut pas savoir si on ne peut pas savoir déjà avec ce document quelles zones sont touchées, sauf que bon, on nous dit que ce sont les zones en bleu qui sont anormalement plus petites. Bon, on fait la supposition que ces zones sont affectées. Maintenant, à quoi correspondent ces zones? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, le cerveau apparemment est touché dans le sens où il y a une diminution de certaines zones cérébrales. Diminution de la surface de certaines zones cérébrales. Ensuite, après la cocaïne et le cannabis, on passe à l'alcool. Alors, dans le document numéro 4, en 2010,
les collégiens français formant un échantillon représentatif ont été interrogés sur leur consommation d'alcool. On leur a demandé s'ils avaient déjà consommé une boisson alcoolisée et s'ils avaient déjà été ivres. Alors, c'est quoi être ivre? L'ivresse correspond à une consommation excessive d'alcool à l'origine d'un état d'excitation. Alors, excitation ou pas, d'ailleurs, ça dépend de l'alcool et ça dépend de la personnalité. Donc, on revient au document numéro 4, pourcentage de collégiens ayant expérimenté l'alcool ou l'ivresse en fonction de la classe, donc classe de 6e, 5e, 4e et 3e. Donc là, on parle de collégiens. Alors, on voit deux courbes, une courbe bleue et une courbe violette. Correspondant à l'alcool, la courbe bleue correspond à l'alcool et la courbe violette correspond à l'ivresse. Alors, on s'aperçoit que en 6e, 60% ont expérimenté l'alcool. En 5e, 70%, en 4e, 75% et en 3e, 85%. Voilà pour les valeurs. Et l'ivresse en parallèle, 6e, alors en pourcentage, donc c'était en fait la courbe violette qui correspond à l'ivresse suit la courbe bleue en ce sens que les deux sont parallèles en fait. Donc de la 6e à la 3e, il y a une augmentation du pourcentage de collégiens qui ont été ivres. Ensuite, quels sont les effets liés à une consommation excessive d'alcool? Eh bien, un personnage est représenté, bon, simulation d'une personne ivre, eh bien, risque de trou de mémoire, problème de maîtrise de soi, comportement impulsif et agressif, par exemple, risque d'accident par baisse des réflexes, par exemple chute, accident de voiture, accident de vélo, etc. Et risque d'intoxication alcoolique, vomissement, par exemple. Donc on voit que l'alcool présente quand même des effets qui ne sont pas à négliger. Alors, dans le document numéro 6, on met l'accent sur la distance d'arrêt d'un véhicule roulant à 50 km/h selon l'alcoolémie du conducteur. Alors, on voit 4 voitures, mais les voitures sont en fait 2 voitures. Et la première voiture parcourt une distance, donc le conducteur en fait parcourt une distance durant le temps de réaction de 1 seconde, il parcourt 14 mètres. Il a 0 g par litre de sang, donc 0 g d'alcool par litre de sang, c'est ce que l'on appelle l'alcoolémie. Et correspondant à la distance de freinage, 12 mètres. Tout à l'heure j'ai dit 14 mètres, là c'est 12 mètres. En fait, lorsque l'on parle des 14 mètres, ça correspond à la distance parcourue durant le temps de réaction. Ça veut dire que le conducteur roule, il aperçoit par exemple une balise sur la route et la balise est devant lui. Il doit s'arrêter avant la balise. Simulation, s'il y avait un piéton par exemple ou un obstacle, il faudrait que la voiture s'arrête. Donc le conducteur voit la balise, pendant 14 mètres il roule et ça correspond à son temps de réaction qui a duré à peu près 1 seconde, et le temps qu'il réalise qu'il faut freiner, eh bien il freine, mais la distance de freinage correspond à 12 mètres. Donc au total, on a 14 plus 12, donc ça fait 26 mètres au total. Donc, dès l'instant où un conducteur qui n'a pas bu d'alcool voit un obstacle, il lui faut, dans ce cas-là évidemment, distance d'arrêt de 26 mètres. Donc ça veut dire si par exemple il y a un piéton qui est à moins de 26 mètres, dans ce cas-là, le piéton se ferait écraser. Ensuite, on fait la même mesure, mais considérant qu'une personne a 0,5 g d'alcool par litre de sang.
il voit l'obstacle. Le conducteur voit l'obstacle. Il lui faut 21 mètres, enfin il parcourt 21 mètres, ce qui correspond à son temps de réaction. Donc on voit déjà que 21 est plus grand que 14, donc le temps de réaction est allongé. Il lui faut 1,5 secondes pour réaliser qu'il y a une balise. Et ensuite, il commence à freiner, au bout de 21 mètres, une fois qu'il a réalisé qu'il fallait s'arrêter devant la balise, il freine, et il lui faut 12 mètres pour freiner, enfin pour stopper la voiture. Donc comme dans le cas précédent, donc il a appuyé sur le frein, et 12 mètres ont suffi, comme précédemment. Donc là, il n'y a pas de variation de la distance de freinage, mais l'obstacle, le conducteur donc écrase l'obstacle simplement du fait que le temps de réaction a été augmenté. Donc voilà. Donc là, on comprend bien que la prise d'alcool modifie les comportements des conducteurs, entre autres, lorsqu'il s'agit de s'arrêter devant un obstacle. Donc ce qui est relativement dangereux. Ensuite, dans le document numéro 7, on présente une campagne de 2015 contre l'alcool au volant. Alors, les accidents de la route sont la première cause de mortalité et de handicap des 18 à 25 ans. Dans un quart de ces accidents, la cause en est une alcoolémie excessive, c'est-à-dire un taux d'alcool dans le sang trop élevé. Pour les jeunes conducteurs ayant obtenu leur permis de conduire depuis moins de 3 ans, l'alcoolémie ne doit pas dépasser 0,2 g contre 0,5 g pour les autres conducteurs. Cette limite peut être dépassée dès le premier verre d'alcool. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on dit 0,5, autorisation à 0,5 g par litre, et on voit que, à l'aide du document précédent, que c'est un comportement pas très responsable. Un conducteur à boire de l'alcool. Bon. On posera la question aux personnes qui se sont faites écraser. Alors, ensuite, il y a une affichette, donc 0,2 g d'alcool par litre de sang, c'est 0 verre d'alcool. Rien. Niente. Bon. C'est évidemment un panneau mensonger. Bon, voilà, à réfléchir. Hein. Entre les drogues, cannabis, cocaïne, par exemple, il n'y a pas que cela, et l'alcool. Bon, il s'agit d'avoir un comportement responsable de manière à préserver sa santé. Alors, nous pouvons maintenant proposer une correction simplifiée, évidemment. Il fallait décrire, alors, petit rappel de la problématique, peut-être. Certaines substances, comment certaines substances perturbent-elles le système nerveux? Alors, dans le document, il fallait décrire l'évolution de la consommation de cannabis, puis de cocaïne depuis 2000 chez les jeunes de moins de 17 ans. Enfin, de 17 ans plutôt. Le cannabis, après un pic de la consommation entre 2002 et 2005, 50% des jeunes Français l'avaient expérimenté. La consommation par les jeunes Français a diminué en 2011. Depuis, elle augmente à nouveau. Concernant la cocaïne, le nombre de jeunes ayant expérimenté cette drogue augmente depuis 2000. De 2000 à 2014, on passe de 1% des jeunes à 4%. Tout à l'heure, on avait dit qu'il n'y avait pratiquement pas d'évolution, mais en fait, si on regarde la courbe dans son intégrité, en fait, on s'aperçoit qu'elle est pratiquement stable, c'est vrai, et c'est vrai aussi qu'il y a une très légère pente. L'augmentation augmente très légèrement, mais bon, c'est pas vraiment flagrant. Ensuite, dans le document numéro 2, il fallait montrer qu'une prise de cannabis ou de cocaïne perturbe le système nerveux. Bien, le cannabis provoque des difficultés de mémorisation et modifie la perception visuelle, entre autres, ce qui montre qu'il perturbe le système nerveux. La cocaïne provoque des difficultés de mémorisation ou des hallucinations, ce qui montre qu'elle perturbe également le système nerveux.
Dans le document numéro 3, il fallait proposer une explication aux effets à long terme de la cocaïne. Bien, à long terme, le cerveau d'une personne qui consomme de la cocaïne présente des zones moins importantes, donc présente moins de neurones, qui sont des cellules nerveuses, qu'une personne non consommatrice. C'est donc en détruisant à long terme ces neurones, donc les aires cérébrales en fait, que la cocaïne peut provoquer de graves dépressions. Mais pas que cela. Tout au long des 4 années de collège, alors il fallait décrire dans le document 4 l'évolution de la consommation d'alcool chez les collégiens. Donc, tout au long des 4 années de collège, le pourcentage de jeunes ayant expérimenté l'alcool augmente et atteint 85% en troisième. Le pourcentage de collégiens ayant été ivres passe de 8% en sixième à 35% en troisième, en suivant parallèlement donc la courbe correspondant à la consommation d'alcool. Dans les documents 5 à 7, il fallait montrer que l'alcool peut perturber le système nerveux. L'alcool augmente les risques d'accident de la route car cette substance augmente le temps de réaction qui passe de 1 à 1,5 secondes dans notre exemple. Alors, à préciser, sur le plus ou moins long terme, même sans être alcoolique, la consommation d'alcool a une influence sur le développement de nombreuses maladies, par exemple les cancers, maladies cardiovasculaires et digestives, maladies du système nerveux et troubles psychiques. L'alcool peut également être à l'origine de difficultés plus banales, telles que la fatigue, une tension artérielle trop élevée, des troubles du sommeil, des problèmes de mémoire ou de concentration, etc. Voilà, donc concernant les connaissances, nous avons parlé de l'activité cérébrale, ou du moins montré que l'activité cérébrale peut être influencée par les drogues et l'alcool. Nous avons parlé donc d'hygiène de vie, de conditions d'un bon fonctionnement du système nerveux et que les perturbations sont possibles par certaines consommations qui peuvent être en excès ou par exemple concernant le dopage. Donc voilà, le cours est terminé. À réfléchir évidemment à tout cela. Merci.